Yo les amis, on se retrouve pour un nouvel unboxing. Tout risque, l'édition vétérinaire. Donc c'est un jeu qui, comme son nom l'indique, s'adresse aux vétérinaires, mais qui peut aussi très bien être utilisé par les sages-femmes, les infirmiers, les anesthésistes, les chirurgiens, enfin bref, tout le monde médical. Donc, qu'est-ce que contient cette boîte de jeu? Alors tout d'abord, on a une petite notice. Donc une notice avec les règles du jeu, qui décrit le contenu, les façons de jouer et des mini-jeux en fait à faire pour s'approprier les cartes. On peut aussi très bien jouer tout seul, juste découvrir les cartes et en parler en équipe, mais on peut aussi suivre des petits jeux. Donc là il y a par exemple j'ai déjà, j'ai jamais, donc pour inciter à se confier. Tu préfères pour mieux connaître ses collègues. Le vote à main levée. Trouver des exemples, voilà, donc vous pourrez voir les devinettes aussi. Vous pourrez découvrir tous ces petits jeux. Et ensuite, hop, hop, voilà les cartes. Donc on a pas mal de cartes qui sont réparties en 6 catégories. Hop, là, hop, hop et hop. Donc on commence par les cartes limite humaine. Donc déjà la texture des cartes est super agréable. Et alors dans ce jeu, la spécialité c'est que les soignants c'est des chiens. Là vous avez le pékinois, hop, le lévrier je pense, hop. Voilà, plein de chiens, donc ça rend le jeu un peu plus mignon et ça permet de prendre de la distance parce qu'on parle quand même d'erreurs médicales, d'accidents, d'événements indésirables, des sujets qui sont pas très sympas et un peu sombres. Et donc ça permet de se distancer un petit peu et d'apporter une petite touche d'humour et de beau. Et quand c'est beau, bah, ça donne un peu plus envie de jouer. Alors, ces cartes limites humaines, par exemple, on a la première, ça va être manque de ressources. À chaque fois, il y a donc une description. L'absence de moyens adéquats entraînant une surcharge cognitive ou des compromis risqués. Donc c'est la définition. Et l'exemple. Ne pas avoir d'antibiotiques adaptés hors antibiotiques critiques pour prendre en charge un lapin ayant un abcès dentaire. Donc là, en fait, dans limite humaine, on décrit tous les facteurs qui peuvent favoriser le fait qu'on se trompe, favoriser le fait qu'on commette des violations, qu'on respecte pas les règles, qu'on prenne des raccourcis pour aller plus vite, parce qu'en fait, on n'est qu'humain et on n'est pas des robots, donc on fait avec les ressources qu'on a, et malheureusement notre cerveau est limité, donc que ce soit individuellement ou en équipe, on fait face à un certain nombre de limites, et c'est ça qui est décrit dans ces cartes-là. Donc il peut y avoir le manque de ressources, la normalisation du risque, habituation et acceptation progressive de comportements ou pratiques risqués. Ouais, bah ça typiquement, je sais pas, j'ai qu'à montrer mes mains. Tip. Ou là, mon bras. Je sais pas si ça se voit bien. On se fait griffer souvent. Et moi, je sais que quand c'est des chatons, souvent, je me méfie pas trop. Et avec leurs pattes arrière, ils peuvent vite griffer. Et plus on est exposé, en fait, à ce risque-là, plus ça devient normal. Et le nombre de fois, il y a des ASV qui me disent « Non, mais c'est rien, c'est qu'une petite griffure. » Bah non, c'est pas rien. Mais en fait, à force d'y être exposé, on normalise le risque. Il y a aussi des biais cognitifs, donc là le biais d'action par exemple. Vouloir faire une radio sur un chien AVP respirant mal plutôt que de simplement le stabiliser en le mettant sous O2. Ouais, en fait c'est la tendance à agir même inutilement plutôt que s'abstenir. Face à une situation, on va vouloir faire quelque chose plutôt que de se dire ok hop, je prends du recul, je pose et je prends ma décision plus tard. Le défaut de compétence, parce que oui les erreurs ça peut être dû à plein de facteurs humains, mais il y a des fois aussi où on peut manquer de compétences, on ne peut pas tout savoir, tout connaître, tout maîtriser. Ah, la mémoire de travail. Ça, le nombre de fois où je vais dans une pièce et je me rappelle pas ce que j'étais allée faire, il faut que je retourne où j'ai eu l'idée pour me rappeler ce que je voulais faire, si ça a la chance de revenir. Résolution de problèmes complexes, défaut d'attention. Celle-là, je l'aime bien, elle est marrante. Hop, avec les chiens qui jouent à la baballe derrière. Les illusions cognitives. Ouais. Personnalité de jugement. Schéma de pensée différent inhérent à la diversité des expériences, éducation, personnalité.
C'est intéressant. Par exemple, le chirurgien orthopédique proposant la trochéoplastie versus le médecin généraliste qui ne souhaite pas intervenir. Ouais, en gros, c'est à chaque fois, on peut avoir eu le même cursus scolaire, avoir vu les mêmes choses, la même formation, et pourtant, face à une même situation, prendre des décisions différentes. Et c'est exactement ce qui est expliqué là-dessus, et parce qu'on s'est créé des personnalités de jugement qui diffèrent en fonction de notre expérience, de toute notre construction en tant que personne. Et effectivement, c'est ce qui explique pourquoi des fois il y a autant de variabilité dans les pratiques et que deux vétos vont pas forcément recommander exactement les mêmes choses, même si on a beau penser qu'on fait de la médecine et qu'on s'appuie que sur des standards de pratique, il n'y a pas des standards de pratique pour tout. Et notre expérience vient influencer ça. Donc, toutes ces cartes, il y en a plein d'autres, hein, vous pourrez les découvrir et ça amène des discussions assez intéressantes sur, tiens, typiquement, personnalité de jugement, qu'est-ce que je fais pas pareil que ma collègue ? Tiens, où est-ce qu'on est différente ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas la même perception du risque ? Est-ce que c'est grave ? Est-ce qu'on peut en discuter ? Et comment est-ce qu'on se met d'accord pour homogénéiser nos pratiques s'il y a besoin de les homogénéiser ? Quels sont les risques en fait associés à l'une et l'autre ? Et quel est, des fois ça fait du bien aussi de se rappeler quel est le consensus scientifique derrière pour qu'on ne reste pas dans une pratique basée sur les croyances. Hop. Ensuite, les écarts. Donc ces limites, elles nous poussent à commettre des fois des écarts. Des écarts, quelque chose qui n'est pas ce que l'on avait prévu de faire. Donc c'est les cartes jaunes. Et alors les cartes écarts, vous voyez, il y a plein de témoignages comme ça sur les cartes. Hop. Attendez, si je vous en lis une par exemple. Je m'occupais des commandes, je devais avoir la tête ailleurs ce jour-là. J'ai commandé pour chaque pâté des lots au lieu de boîtes individuelles. À la réception, ça faisait beaucoup de pâtés. Ouais, moi ça, je l'ai vécu une fois dans une structure où c'était pas des pâtés, c'était des vaccins myxomatose. Au lieu d'en commander 10, ils ont commandé 10 boîtes. Et ça fait beaucoup de vaccins et en plus, rupture de la chaîne du froid, donc il faut absolument, on pouvait pas le renvoyer. Et il fallait, on a dû trouver un frigo pour mettre les vaccins, les 10 boîtes de vaccins myxomatose dedans. Donc ça, là la question c'est comment qualifier cette situation ? C'est une faute ? C'est autre chose, une erreur. Donc c'est intéressant de se poser la question. Et en équipe, en fait, ça permet de voir... non, mais ça, non, bien sûr, c'est grave, c'est une faute. Enfin là, non, c'est pas grave, il n'y a pas eu de conséquences pour l'animal. Oui, c'est une erreur bête, mais c'est pas une faute. Ah non, mais quand même, si, attends, là, tu peux être sanctionné pour ça. Si t'as pas fait attention, tu as vu le prix que ça coûte. Et ça, on peut créer du débat et essayer d'amener l'équipe à se mettre d'accord sur la définition de ce que c'est que la faute, ce que c'est que l'erreur. Qu'est-ce qu'on sanctionne, qu'est-ce qu'on sanctionne pas, comment on perçoit les choses nous en tant qu'équipe. J'ai fait sortir un chien qui avait été opéré l'après-midi trop tôt alors qu'il n'était pas complètement réveillé pour éviter de l'hospitaliser le week-end et d'avoir à revenir pendant ma garde. Le chien est rentré et a fait une fausse déglutition et il est décédé. Là, typiquement, c'est un exemple tragique avec des conséquences graves. Est-ce que c'est une erreur ? Est-ce que c'est une faute ? Est-ce que c'est autre chose ? Quels sont les termes que vous utiliserez ? Est-ce que c'est des choses qui vous sont déjà arrivées ? Comment on lutte contre ça ? Voilà. Donc c'est des questions à se poser et à chaque fois il y a la réponse. Là typiquement, le soignant sait qu'il ne fait pas ce qu'il faut pour l'animal et le fait dans un objectif personnel. Il s'agit donc d'une indiscipline. Voilà la différence de l'erreur, où l'erreur c'est purement involontaire, on ne fait pas exprès. Donc c'est involontaire. Là on sait qu'on rend l'animal alors qu'il dort. On le sait que c'est pas bien. Mais on le fait quand même et dans un but là qui était personnel pour éviter d'avoir à revenir pendant la garde. Donc voilà, ça permet de discuter, d'amener un peu de nuance à nos analyses sur les comportements des autres, parce que souvent, ce qu'on entend, c'est « Non, mais c'est mal. » Non, mais il faut pas faire ça. Oui, mais merci Jean-Michel, on sait qu'il faut pas faire ça. Donc, comment on va plus loin que c'est bien, c'est mal, cette vision très binaire, en fait, de nos pratiques. Et mettre des mots où on est tous d'accord sur l'emploi de ces mots et sur le sens que portent ces mots, c'est important. Parce que si je vais voir un collègue, je dis « Non, mais ça, c'est une faute. C'est une faute ce que tu fais. » Ça risque d'être plus mal pris que si je vais le voir et que je lui dis « Oui, je comprends, c'est une erreur. » Non, mais c'est une indiscipline. Là, tu le fais dans un but personnel. Donc après, moi, je partage pas cette valeur. Enfin, on va avoir un discours et un dialogue qui ira plus loin et plus dans le fond des choses et qui sera plus juste, tant avec les autres qu'avec nous-mêmes. Ensuite, autre carte. Même couleur que ma blouse. Les cartes menaces. Les menaces, donc c'est le paquet de cartes où il y en a le plus.
Les menaces, donc je crois qu'il y a 53 cartes menaces. C'est tous les facteurs qui ne sont pas des erreurs en soi, mais qui vont favoriser le fait qu'on se trompe derrière, ou qu'il y ait des accidents, ou c'est aussi tous les facteurs qui nous bouffent la vie au quotidien. Il y en a différentes catégories des menaces. Il y a spontanément, on pense au stress, à la fatigue. Je vais être moins performant si je suis fatiguée, ou si j'ai une charge mentale comme ça. Par contre, il y a aussi d'autres menaces qui interviennent à d'autres niveaux. La communication d'équipe, l'ambiance dans l'équipe, les interruptions au sein de l'équipe. Je pense ensuite à l'organisation. L'organisation, je sais pas, est-ce que c'est rangé? Est-ce que le planning est bien fait? Est-ce que tout le monde sait qu'est-ce qu'il doit faire à quel moment? Les tâches sont bien attribuées aux bonnes personnes? Est-ce qu'on a... quelles sont les ressources que met à disposition la structure pour qu'on fasse notre travail? Puis on a aussi l'environnement de travail. L'environnement de travail, je sais pas, c'est bruyant, ça pue. J'ai un ami qui me racontait que il y avait des problèmes d'égout dans sa salle de consultation et c'est un enfer parce que ça pue, les gens vont trouver que ça pue, tout le monde trouve que ça pue, ça peut mettre de mauvais poils tout le monde. On peut avoir en fait, sans le vouloir, mais l'envie de quitter la salle le plus rapidement possible, donc passer à côté de certains sujets, aller plus vite. L'environnement de travail, on va voir aussi est-ce que c'est lumineux, est-ce que j'ai du matériel qui fonctionne, est-ce que les achats sont de bonne qualité, enfin voilà, c'est toutes les conditions avec lesquelles on travaille plutôt. Je dirais que organisation, c'est les conditions dans lesquelles on nous met les ressources et les contraintes qu'on nous impose dans comment est-ce qu'on peut travailler. Et là, c'est avec quoi on travaille. Donc, ces cartes, il y en a plein. Donc, par exemple, voilà, le rangement, les odeurs. Ah tiens, dans l'équipe, le gradient d'autorité. Et il y a un exemple, ne pas oser questionner la prescription de son collègue plus expérimenté. Ouais, ça souvent, les jeunes vont peut-être pas oser dire à leur collègue qui est plus expérimenté, tiens, mais t'es sûr, tu fais cette dose-là parce qu'on se dit, bah non, attends, moi je viens de commencer, ça fait 10 ans qu'il pratique, c'est pas moi qui vais lui dire comment faire son travail. Et ce gradient d'autorité, qui est pas forcément négatif, mais qui des fois se fait par respect, peut être néfaste pour la sécurité des soins, parce qu'on va pas oser prendre la parole et dire quelque chose. Il y a plein d'ASV qui me racontent que des fois, elles voient des choses... mais elles osent pas le dire parce que elles se disent bah oui, moi je suis que ASV, je veux pas dire au veto que ça me semble énorme le volume qu'il est en train d'injecter. Alors que si elles avaient osé dire, on aurait peut-être évité un accident. Mais pour oser dire, il faut qu'en face ça sache écouter. Donc voilà, bref, c'est des discussions qu'on peut lancer dans l'équipe sur ces sujets. Le leadership, l'encadrement, l'accompagnement, avec Big Brother is watching you. Des menaces aussi liées aux patients et aux clients, j'ai oublié, mais bien sûr que un chat qui se laisse pas examiner ou un chat qui se laisse examiner, on risque de faire plus d'erreurs sur celui qui se laissait pas examiner. Un client qui parle pas français, si nous on parle pas très bien anglais ou autre, ça va être difficile de communiquer et on peut mal comprendre les demandes, mal comprendre certains symptômes. Voilà. Et Mia, c'est, enfin Mjia, je sais pas comment on dit, c'est le miaou en turc. Je trouvais ça marrant, c'est l'illustratrice qui a proposé ça. Le stress et les émotions. Tiens, ça, c'est un gros facteur parce que ça nous impacte. Ou les croyances des clients. Tiens, l'exemple là, c'est client appliquant de la lavande pour lutter contre son infestation de puces. Bon, ça, je pense qu'on y a tous eu affaire. Et forcément, derrière, si on n'arrive pas à communiquer bien et que la personne en fait va adapter nos prescriptions parce qu'elle estime que ce qu'on donne c'est toxique, il peut y avoir des accidents pour l'animal. Donc, moyens financiers. Refus des examens complémentaires indiqués pour raisons économiques. Ouais, pas forcément. Si la personne n'a pas les moyens, on va pas faire tout ce qu'on aurait pu faire et ce qu'on aurait voulu faire. Et là, on risque de faire des erreurs et qu'il y ait des accidents. À chaque fois, donc vous l'avez vu, il y a un petit exemple pour lancer la discussion. Donc là, par exemple, l'ergonomie du matériel, médicaments dont les présentations se ressemblent. Et l'illustration, elle, c'est une radio qui est pas du tout adaptée à une personne de petite taille. Moi, je suis une personne de petite taille et quand dans des cliniques, il y a des étagères très hautes, c'est un bel enfer pour attraper tous les médicaments. Je me suis déjà fait tomber des trucs sur le pied, ça fait bien mal. Donc bon, c'est pas très grave, mais l'ergonomie du matériel, ça nous impacte au quotidien. Et quand les choses sont mal faites, forcément, on risque de mal utiliser l'outil, de mal faire notre travail et qu'il y ait des conséquences pour l'animal ou pour nous.
Hop, donc voilà, la qualité des achats. Ah, menace individuelle, le stress, la pression. Et là, l'exemple, ça va être détester être en retard et se retrouver face à une salle d'attente remplie. C'est vrai que moi, j'ai vu plein de vétos qui sont hyper stressés dès qu'il y a 5 minutes de retard. Alors moi, personnellement, je peux avoir du retard, ça me fait ni chaud ni froid. Mais c'est intéressant d'en discuter parce que on va pas du tout être pareil et on peut développer notre empathie et faire des efforts pour les autres parce que je veux pas que ça mette ma collègue en stress ou voilà, s'il y a des sans rendez-vous et que ça me met en retard, peut-être qu'on va le donner à la personne qui est moins stressée de prendre les sans rendez-vous. Enfin, c'est en discuter, ça fait du bien parce qu'on développe notre empathie pour les autres, on communique et ça permet à l'autre de se sentir écouté et pas jugé plutôt que de garder son stress pour soi toute seule. Il y a aussi des menaces externes. Donc là, par exemple, les travaux. Je sais pas si on subit... Il y avait une véto qui me racontait une fois qu'il y avait eu des travaux sur la voie qui passait devant la clinique. Et c'était un enfer pour les clients pour accéder à la clinique. Donc tout le monde arrive en retard. Et c'est bête, mais tout le monde arrive en retard et finissait systématiquement en retard. Les plannings étaient chamboulés. Donc après, au téléphone, ils appelaient pour prévenir de venir un peu plus tôt parce qu'il y avait les travaux et que c'était bouché, etc. Mais voilà, c'est des choses à anticiper qui impactent nos pratiques. La sous-traitance, ça c'est une carte très française. Les grèves jours fériés. Voilà, et l'exemple, commande décalée à cause des jours fériés. Ouais, ça arrive, les jours fériés c'est tous les ans, et pourtant tous les ans il y a quand même des problèmes. Et j'ai vu des labos ou autres qui mettent attention, on sera fermer tel jour pour penser à passer la commande telle date, etc. Mais ça suffit pas, et il y a quand même souvent des problèmes liés à ces jours fériés. Voilà, donc il y en a plein des cartes, je peux pas toutes les passer, mais nos émotions, ça c'est important. Souvent on a tendance à se dire, tiens, moi je suis véto, je suis un être hyper rationnel. En fait non, on est un être comme, on est juste humain et donc on est hyper émotionnel. Et c'est nos émotions, elles vont influencer notre raisonnement et notre prise de décision. Si un jour on est mal luné, je sais pas, on a crevé sur la route alors qu'on part en vacances le lendemain, ça va nous coûter je sais pas combien. Bref, ça va forcément, on risque d'être de plus mauvais poil et un animal peut-être qui vient va voir un pronostic plus sombre que le jour où on est d'hyper bonne humeur, on est hyper optimiste, on veut voir que le bon côté du monde, et là où au contraire on va peut-être surestimer le pronostic. Donc voilà, c'est un peu comment nos émotions peuvent nous influencer. La pression économique, parce que oui, il y a une réalité économique dans les cliniques. La météo, qu'on ne contrôle pas du tout. Moi j'avais remarqué que quand il faisait beau, il y avait beaucoup plus de... comment dire, d'annulation, enfin de lapins posés par les clients. Voilà, dans une clinique où j'étais, c'était ça. Quand il faisait beau, il y avait des lapins. Et quand il faisait moche, au contraire, on avait des fois même des sans rendez-vous qui arrivaient comme ça, en mode de toute façon, j'ai rien à faire, il fait moche, donc je viens. Mais j'en parlais avec une amie qui me disait qu'elle, non, les jours où il faisait moche, il n'y avait personne qui venait. Tout le monde restait chez soi. Donc bref, à discuter, à voir comment ça vous impacte. Ensuite, donc ces menaces, bien sûr, l'objectif c'est d'en discuter. En discuter, amener les personnes à se confier, qu'on arrive à identifier, tiens, ici, chez nous, dans notre structure, qu'est-ce qui nous impacte le plus? Quels sont les facteurs qui favorisent le fait qu'on se plante, ou qui favorisent des accidents, ou qui favorisent une mauvaise ambiance, une mauvaise qualité du travail et qualité de vie au travail? Et si on arrive à se mettre d'accord déjà sur les 5 facteurs les plus importants pour nous, c'est déjà énorme, parce qu'on sait sur quoi on peut jouer. Et faut arrêter d'être défaitiste sur le fait que non, mais de toute façon on subit, on est en sous-effectif, on est fatigué, c'est comme ça. Non, il y a des choses à faire, on peut agir, mais encore faut-il poser les bonnes questions. Je sais plus qui disait, un problème bien formulé est un problème à moitié résolu. C'est exactement ça. Donc là, en pointant du doigt exactement ce qui nous embête au quotidien, on va pouvoir être très spécifique dans notre traitement dessus. Ces menaces, donc elles favorisent les erreurs. Et ces erreurs, elles peuvent avoir des conséquences. Donc les conséquences, on pense bien sûr aux conséquences pour l'animal. Le chien qui est décédé, le chat, si je sais pas, on l'a amputé la mauvaise jambe, enfin bref, des conséquences graves pour l'animal, mais heureusement, ça arrive pas si souvent que ça, les gros accidents bien graves. La plupart du temps, il n'y a pas forcément de conséquences, ou alors c'est des conséquences pas très graves.
Donc c'est pour ça que j'ai créé ces cartes, pour vous amener à voir toutes les conséquences de nos erreurs, qu'on aille un peu plus loin que juste, encore une fois, être binaire, l'animal est mort, l'animal n'est pas mort. Donc il y a des conséquences, bien sûr, pour le patient. Donc atteinte grave. Alors, modérée. Atteinte mineure. Ah, c'est collé. Mais aussi des conséquences donc, pour la famille, l'impact psychologique forcément de la perte d'un animal, mais aussi l'impact économique que ça peut entraîner. On a aussi des conséquences pour le soignant, parce que ça on n'en parle pas souvent, mais alors la première victime c'est le patient et sa famille, mais la deuxième c'est le soignant, parce qu'on a rarement fait exprès de faire une erreur, on ne voulait pas les conséquences, on n'a pas fait exprès de nuire, on ne se lève pas le matin en se disant tiens, quel patient je vais tuer aujourd'hui, c'est pas du tout, on ne fait pas exprès, on n'est pas plein de mauvaise volonté, donc on vit mal nos erreurs, on culpabilise, on se sent mal, et je voulais le mettre en avant dans ce jeu, parce que souvent, on va se dire, non mais c'est bon, je vais pas en faire tout un plat, l'animal est pas mort. Et pourtant, le soir, on se dit, et si, et on ressasse, on en fait des cauchemars et on va pas bien. Alors que si on accepte que, oui, ok, il n'y a eu que des conséquences mineures pour le patient, mais moi, ça me fait me remettre en question sur ma capacité de savoir gérer une hémorragie ou suturer une brèche intestinale, c'est important d'avoir cette discussion. Donc on a les atteintes psychologiques, le rapport à son métier. Tiens, j'ai eu plusieurs fois le cas où on m'a raconté un veto ou une veto qui voulait faire que de la rurale, mais vraiment que de la rurale. Une erreur, ça part en assurance, traumatisé, se reconvertit, il fait que de la canine, alors qu'il détestait la canine. Bon. Et donc notre rapport à notre métier change complètement. Et encore là, je dis se reconvertir, on reste veto, mais il y a plein de vétos qui arrêtent complètement le métier. Parce que, en fait, c'est trop dur. On n'arrive pas à vivre avec cette possibilité d'échec et les conditions de travail qu'il y a. Les autres conséquences pour le soignant sur notre activité professionnelle. Un exemple type, ça c'est tous ceux qui ont peur de faire des ovarios de chienne. Parce qu'une fois ça s'est mal passé, ou une fois ils ont eu la trouille, ça a failli mal se passer, ça a beaucoup saigné. Mais il y a plein de vétos qui me disent, mais moi la veille, quand je regarde mon planning et que je sais que j'ai une ovario de chienne, je suis en stress. Donc voilà, comment ça peut nous impacter. On peut aussi avoir les sanctions, donc soit de l'équipe, soit de l'ordre, soit les plaintes en assurance, bref. Donc plein de conséquences différentes pour le soignant, et enfin des conséquences pour la structure. Donc bien sûr, il y a des conséquences, par exemple, économiques, mais aussi des conséquences sur le travail d'équipe. Moi, je connais des équipes qui se sont déchirées après une erreur, parce que il y en a qui étaient en mode non mais c'est qu'une erreur, c'est pas grave, voilà, ça arrive. D'autres qui au contraire pointaient du doigt et blâmaient la personne. Et ça a créé des clans, et en fait l'équipe ne se parlait plus, et ça c'est problématique, donc il peut y avoir des conséquences énormes. Ensuite on va passer aux barrières, parce que l'objectif c'est d'éviter ces conséquences, et pour éviter les conséquences il faut construire des barrières, prévenir les erreurs autant que possible, les récupérer quand elles sont là, et les atténuer quand malheureusement l'erreur a déjà commencé à faire des dégâts. Ces barrières, il y en a plein. Vous voyez, c'est le deuxième paquet de cartes où il y en a le plus. Donc, il va y avoir des barrières, travail d'équipe, travail à 4 mains par exemple. Des choses plus émotionnelles, premier secours émotionnel. Donc, comment on accompagne un collègue qui va pas bien. L'annonce d'une mauvaise nouvelle. Tiens, ça, si malheureusement l'animal est décédé, comment je dis au propriétaire? Il y a des façons de faire, il y a des choses qui vont favoriser la plainte derrière. On remarque beaucoup de propriétaires qui portent plainte après un aléa. L'aléa, on n'a rien fait de mal. C'est l'animal qui est décédé parce qu'il n'a pas supporté l'anesthésie, ou on n'a pas fait d'erreur, on a fait du mieux qu'on pouvait, et les personnes portent plainte. Et parce qu'en fait, ils veulent trouver un coupable, c'est pas juste, c'est injuste, donc ils cherchent à justifier la chose et à trouver un coupable. En annonçant les mauvaises nouvelles d'une certaine manière, on peut réduire, on peut pas complètement les éviter, mais on peut réduire ces plaintes, on peut réduire le traumatisme que subissent les familles. Des outils, alors
pour l'équipe, hein, encore une fois, d'organisation, outils de gestion des tâches par exemple. Faire une pause, tiens. Combien de vétos ou d'ASV ne vont pas faire pipi de la journée? Pourtant, c'est l'hydratation, ça a un impact direct sur nos capacités mentales et de réflexion. La respiration ventrale. Voilà des outils, donc comment s'apaiser, gérer son stress. Les aides cognitives. Le pointer nommé. Ça, c'est beaucoup utilisé au Japon et c'est une façon de récupérer l'attention de la personne à qui on parle. Voilà, donc c'est un outil de communication. Le briefing, très important pour identifier les menaces de la journée et s'y préparer collectivement. La cohérence cardiaque, une autre forme de respiration pour s'apaiser. Hop, voilà, il y en a beaucoup. Le time out, prendre une pause, tiens, est-ce que tout est prêt, tout est bon, hop, on peut y aller, plutôt que il y en a un qui commence et en fait c'est au milieu, attends mais ah mince, t'as oublié de sortir ça, vite, sors-le, hop, et c'est le bazar. Ne pas déranger, parce que les interruptions de tâches dans la profession, je crois que on est les rois, donc bien savoir quand est-ce qu'on peut ou on ne peut pas déranger. Et alors ces barrières, toutes ces cartes, elles sont là pour voir ce qu'on fait déjà bien, parce que je suis sûre qu'il y en a plein qu'on a déjà mis naturellement en place. Et aussi pour avoir des idées pour en mettre en place de nouvelles. Et enfin, dernière carte, les facteurs aggravants. Donc les facteurs aggravants, j'ai tenu à ajouter cette catégorie qui ne fait pas vraiment partie de l'autre. C'est vraiment un modèle de sécurité où on reprend le TEM, James Reason. Là, ça n'en fait pas vraiment partie, mais c'est moi qui j'ai tenu à le faire parce que c'est une extension de mon travail de thèse. Et surtout, c'est pour mettre en lumière le syndrome de seconde victime. Et comme ce jeu, il a pour but de vous inciter à parler, à communiquer, à se livrer, j'ai mis ces cartes pour qu'on ose parler de comment on se sent après une erreur. Qu'est-ce qui fait que cette erreur, je l'ai mal vécue par rapport à une autre erreur? Donc vous allez trouver pas mal de cartes. Par exemple, tiens, cette erreur, je l'ai mal vécue parce que c'était ma première. Quand c'est la première erreur de ma vie, la première erreur qui tue, la première erreur dans ma nouvelle structure, ça va plus me toucher que si c'est ma 10e ou autre. Si j'étais attachée, tiens, l'attachement. Quand je suis attachée à un animal, ça va me toucher. La vulnérabilité. J'étais dans une période de ma vie où j'étais vraiment pas bien. Là, forcément, l'erreur, l'accident va plus nous toucher que si c'est un moment où ça va dans notre vie. L'inconnu. J'imaginais même pas que c'était possible. Donc il y a une surprise qui s'ajoute au choc et qui fait qu'on le vit mal. Les plaintes. Tiens, les plaintes, c'est vraiment un facteur qui est souvent mal vécu par les équipes. La culpabilité. Et quoi d'autre? Le contraste. Ah oui, le contraste. Tout ce qui touche des animaux jeunes, en bonne santé, des événements heureux où on ne s'attendait pas, en fait, encore une fois, à ce que l'animal meure. Il y a un gros contraste entre les conséquences de l'erreur et en fait ce qu'on était censé faire. Ça nous touche encore plus. La violence, des fois il y a des choses qu'on voit, c'est particulièrement violent, sanglant, traumatisant. Donc ça nous traumatise plus. Et ces cartes, donc comment les utiliser en équipe? C'est juste en discuter, se livrer. Tiens, oui, non, moi ça, moi si, oui, moi c'est ça qui m'avait marqué. Le contraste, ah non, moi ça va. Enfin, les années. Oui, je sais, c'est toujours dur s'il a 6 mois, mais en fait, j'explique bien les aléas. Donc en l'expliquant et en faisant signer le consentement éclairé au début, ça m'aide à prendre de la distance. Enfin, voilà, on va avoir une discussion comme ça ouverte sur tiens, qu'est-ce qui te touche, qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui nous touche, comment est-ce qu'on peut agir ou je peux être là pour t'aider dans ces moments-là, comment je pourrais être plus vigilant les prochaines fois si ça se reproduit. Et en fait, ça, pour l'avoir utilisé avec pas mal de vétos et d'ASV, il y en a plein qui me disent mais c'est la première fois que je me confie, que j'en parle, que je dis les choses. Et je trouve ça assez fort parce qu'on vit tous des événements indésirables dans notre carrière, mais souvent on n'en parle pas et on prend pas le temps d'en parler. Alors qu'en fait, on est juste tous humains. On subit les mêmes limites humaines, les mêmes menaces et on a les mêmes facteurs aggravants. Et le simple fait de savoir qu'on n'est pas seul, ça fait énormément de bien pour atténuer la culpabilité et faire son deuil aussi. Donc voilà. Donc ce jeu, vous pouvez y jouer de deux manières. Soit juste vous discutez des cartes, vous les découvrez et vous apprenez des choses parce que c'est un concentré de facteurs humains. Soit vous l'utilisez pour un moment de cohésion d'équipe, pour discuter, pour créer une culture juste, créer un espace de parole où on se libère. Et dans ce cas-là, vous allez juste prendre les cartes et discuter et vous pouvez suivre les mini-jeux. Donc là, je sais pas, par exemple, on prend les cartes menaces. Hop, tu préfères
travailler avec du matériel qui est pas du tout fiable, genre il bug une fois sur deux, ou tu préfères travailler et c'est dégueulasse autour de toi. Hop. Et on va discuter, et en fait on va se rendre compte que autant il y a des choses ça fait l'unanimité, mais il y en a où on n'est pas du tout d'accord. Voilà, donc soit vous jouez avec ces mini-jeux, et enfin la dernière façon de jouer, ça va être de discuter, de l'utiliser comme un outil d'amélioration continue, de l'utiliser vraiment comme un outil de management, où on va essayer par exemple d'analyser un événement qui s'est produit et en tirer des enseignements. Ou alors on va l'utiliser comme un support pour accompagner un nouveau qui vient de rejoindre la structure. Tiens, toi, si tu devais sélectionner 3 facteurs sur lesquels tu es à l'aise, 3 facteurs sur lesquels tu n'es pas à l'aise. Voilà, donc il y a pas mal, ça je le décris plus dans la certification où j'explique vraiment 5 façons d'utiliser le jeu pour une démarche d'amélioration continue. Donc voilà, j'espère que ce jeu vous plaira et que vous en trouverez plein d'utilisations variées. En tout cas, moi j'y ai mis tout mon cœur pour le créer et je trouve ça assez puissant d'arriver à pouvoir parler tous ensemble, simplement, sans se prendre la tête. Et en plus, il est trop beau ce jeu. Donc si vous voulez m'aider et me soutenir, c'est sur Ulule, parce que ce jeu, tout ce graphisme et l'impression, ça coûte de l'argent. Et avec mon petit salaire de veto, j'ai besoin d'aide pour le financer et financer sa production. Donc rendez-vous sur Ulule, et vous pouvez chercher le projet Tout au risque, ou alors ce sera en description. Voilà. À bientôt!